Hey les amis, ce soir, on plonge dans l'un des dilemmes les plus sombres et silencieusement déchirants de l'histoire française. Tu es à Paris, la ville des Lumières. Mais ce soir, ce sont d'autres feux qui t'attendent. Les torches du public, la lame affûtée d'une justice cruelle, et un nom que personne n'ose prononcer à voix haute, sans frissonner Sanson. Charles-Henri Sanson. Tu marches dans les ruelles pavées, les sabots des chevaux résonnent, les cris des marchands s'éteignent doucement. Toi, tu avances, non pas vers un festin ou un bal masqué, mais vers ton destin. Et crois-moi, tu vas en avoir besoin de ce coussin en mousse mémoire de forme, parce qu'ici, l'histoire ne finit pas bien. Tu risques même de te réveiller à 3 heures du matin, en murmurant « la guillotine ». Alors, avant de te mettre à l'aise, prends un instant pour liker la vidéo et t'abonner, mais seulement si tu aimes vraiment ce que je fais ici. Et n'hésite pas à dire en commentaire où tu nous écoutes et à quelle heure il fait nuit chez toi. Maintenant, tamise les lumières, allume peu, être un ventilateur pour ce doux bruit de fond, et glissons ensemble dans le récit de ce soir. Tu t'appelles Charles-Henri, et ta vie est déjà écrite par d'autres. Né en 1739 à Paris, tu ouvres les yeux dans une maison discrète mais pesante, celle des bourreaux du roi. Pas un métier, non, une malédiction héréditaire. Le rôle passe de père en fils, comme un vieux manteau troué qu'on se refile, peu importe s'il te va. Ton père, Charles-Jean-Baptiste Sanson, est le bourreau en chef de Paris. Il a cette froideur distante d'un homme qui exécute sans trembler et qui doit, chaque soir, dîner avec ses enfants en ayant du sang sur les manches. Il t'aime, à sa manière, mais il t'élève avec rigueur. Il te parle peu, sauf quand il s'agit de t'enseigner l'art du nœud coulant ou la bonne inclinaison de l'épée. Les câlins, inexistants, mais il t'offre un silence lourd de transmission. À 5 ans, tu assistes à ta première exécution. Pas sur invitation, non. Tu es juste passé derrière les rideaux, curieux, et tu vois ton père au travail. Une foule, une corde, une chute, un silence, puis des applaudissements étranges. Tu ne comprends pas tout, mais ton estomac se noue. Et cette image, tu ne la perdras jamais. Tu grandis avec 2 vies, celle de l'enfant studieux qui rêve de médecine, de découverte, de microscopie, et celle de l'héritier que les voisins évitent, que les prêtres bénissent à contre-cœur. On ne te laisse pas oublier qui tu es, ni pourquoi tu es là. Tu tentes de résister, tu lis les traités d'anatomie, tu poses des questions à ton oncle apothicaire, tu veux étudier la biologie, comprendre la souffrance, la guérir. Mais chaque fois que tu parles de ton rêve, les regards deviennent glacials. Tu es un Sanson, disent-ils. Tu ne guéris pas les corps, tu les sépares de leur âme. Et le plus cruel, c'est que même si tu fuis, la fonction te rattrapera. Un jour, ton père tombe malade. Il tremble, il oublie, et les exécutions doivent continuer. C'est le roi qui le dit, il n'y a pas de pause pour la justice. Alors, à 23 ans, te voilà contraint de prendre l'épée. Ta main tremble, mais on t'habille. Tu portes l'uniforme noir. Tu regardes ton reflet dans le miroir. Tu ne te reconnais pas. Le premier condamné te regarde droit dans les yeux. Il est calme. Toi, non. Tu veux parler, dire que tu n'as rien contre lui, que ce n'est pas toi. Mais le peuple crie. On t'ordonne de faire ton devoir, et tu obéis. Mal. L'épée glisse. Il faut 2 tentatives. Tu sens le liquide chaud contre ta manche. Tu veux hurler. Ce soir-là, tu ne manges pas. Tu ne parles pas. Tu restes assis dans le noir. Ton père te pose une main sur l'épaule. Il ne dit rien. Mais tu comprends, tu es un Sanson, maintenant. Et ça continue. Les mois passent. Les années. Tu exécutes des voleurs, des meurtriers, des faussaires. Parfois, ils te supplient. D'autres fois, ils rient. Mais tous finissent de la même manière. Pour survivre, tu développes des rituels. Tu révises tes nœuds avec la précision d'un mathématicien. Tu repères les moindres faiblesses de l'échafaud. Tu répètes les gestes, comme une danse macabre. Pas pour le spectacle, mais pour limiter la souffrance. Tu veux croire que tu fais le moindre mal. Tu commences à tenir un journal, un petit carnet de cuir. Tu y notes tout, les noms, les détails des exécutions, mais aussi tes pensées, ta culpabilité, tes cauchemars, et parfois, tes rêves. Une maison à la campagne, un jardin médicinal, une vie loin du sang. Tu y racontes aussi des anecdotes étranges, comme ce jour où un condamné t'a demandé un dernier baiser sur la joue, ou cet autre qui a chanté l'intégralité d'un psaume en montant les marches. Des moments surréalistes,
suspendu entre la vie et la mort. Mais le public, lui, n'a pas ton dilemme. Pour la foule, tu es une attraction. Il crie ton nom. Samson, le bourreau du roi, tu es applaudi, parfois hué, mais toujours observé. Certains notent tes gestes, dessinent ton profil. Il paraît même qu'on vend des gravures de toi sur les marchés, une sorte de célébrité de l'ombre. Et toi, dans tout ça, tu portes ce poids, comme une armure invisible. Un jour, un jeune garçon dans la rue t'arrête. Il dit « Monsieur Samson, vous êtes un héros, non? Vous tuez les méchants. » Tu souris, tristement, tu ne réponds rien, parce qu'au fond, tu ne sais plus. Et puis vient l'orage, celui de la révolution. Les murmures deviennent cris, les privilèges s'effondrent, les têtes vont tomber, beaucoup. Mais ça, c'est pour la suite. Tu continues, parce que maintenant, tu ne peux plus reculer. Chaque matin, tu te lèves avec une tension au creux de la nuque. Tu te laves les mains plus souvent que nécessaire. Tu lis les journaux, tu surveilles la rue. Tu sais que ton métier ne fait pas que des morts. Il fait aussi des ennemis, et peut être même des héritiers du ressentiment. Mais voilà que le monde bascule. On est à la veille de 1789. Paris gronde. Tu ressens dans l'air une odeur de fumée avant même qu'il n'y ait un feu. Les rues bouillonnent de rumeurs. On parle de liberté, d'égalité, de fraternité, mais dans le même souffle, de vengeance, de justice populaire, de tribunaux sans pitié. Et soudain, tout va très vite. La Bastille tombe, le roi perd ses pouvoirs. Et toi, Charles-Henri Samson, tu restes là, entre deux mondes, celui de l'ancien régime, que tu servais bon gré mal gré, et cette nouvelle république qui te regarde, intriguée. Parce que vois-tu, la révolution a un problème très concret. Elle a beaucoup d'ennemis, et elle a besoin d'un homme pour trancher les têtes. Et devine qui connaît déjà le geste. Il t'appelle. Tu n'as pas le choix. La fonction continue. Tu t'exécutes. Encore une fois. Mais cette fois, les noms changent. Ce ne sont plus les voleurs ni les meurtriers. Ce sont des aristocrates, des prêtres, des généraux, des anciens amis du roi. Et plus tard, des révolutionnaires eux-mêmes. La révolution dévore ses enfants. Et toi, tu es la mâchoire. Le bras, le couperet. Tu deviens le premier à utiliser un engin tout neuf, la guillotine. Ah, cette fameuse machine, froidement scientifique, brutalement égalitaire. Le docteur Guillotin la présente comme humaine. Mais toi, tu sais ce qu'elle fait. Tu entends le bruit sec de la lame. Tu vois les têtes rouler. Tu sens la vibration sourde du bois. Et malgré tout, tu fais ton travail. Tu notes dans ton carnet. La lame coupe sans douleur, mais le silence après est encore pire. Tu exécutes la noblesse, le duc d'Orléans, les amis du roi. Tu te retrouves, un jour, à exécuter Antoine Lavoisier, le chimiste, l'homme qui a révolutionné la science. Tu le regardes dans les yeux, et tu penses, cet homme aurait pu guérir le monde. Et moi, je le tue. Tu baisses la lame. Le peuple applaudit. Et puis, le grand jour arrive. Le roi lui-même, Louis XVI, on te le confie, à toi, pas à un révolutionnaire, pas à un inconnu, à toi. Tu ne dors pas pendant 3 nuits. Tu relis ses discours, tu relis même ta Bible, cette vieille relique poussiéreuse que tu gardes pour les jours graves. Tu veux comprendre ce que tu fais. Le matin de l'exécution, tu l'observes, il est calme, il pardonne à ses bourreaux, il murmure à l'oreille de son confesseur. Et toi, tu restes droit, tu donnes le signal. La lame tombe. Et dans le silence qui suit, tu n'es plus un homme. Tu es un spectre. Après ça, plus rien n'est vraiment pareil. Le pouvoir change. Les têtes tombent plus vite. Les comités révolutionnaires n'ont plus besoin de preuves. Une rumeur suffit. Chaque matin, on te remet une nouvelle liste. Tu reconnais parfois des noms, des gens croisés autrefois au théâtre, au marché, à l'église. Aujourd'hui, ils sont ennemis du peuple. Et tu fais ton devoir. Mais quelque chose en toi commence à casser. Pas d'un coup, lentement, comme une corde qui se détisse, un fil après l'autre. Tu rêves de plus en plus souvent. Tu vois des visages, des corps, tu entends des mots. Pourquoi moi? Je suis innocent. Tu n'as pas d'âme. Tu te réveilles, les draps mouillés de sueur, la gorge sèche, le cœur battant. Tu commences à écrire davantage. Pas seulement les faits, mais tes sentiments, tes doutes. Tu te demandes, suis-je un homme libre ou une fonction? Ai-je le droit d'arrêter?
Ou suis-je enchaîné comme ceux que je condamne? Un jour, tu assistes à une scène étrange. Une femme condamnée t'embrasse la main. Elle dit « Je préfère mourir de votre main. Vous, au moins, vous ne jouissez pas de cela. » Tu ne réponds rien, mais ces mots te hantent. Ton entourage change aussi. Tes enfants grandissent, tu en as 6. Tu sais qu'un jour, l'un d'eux devra peut-être reprendre le flambeau. Et tu trembles, pas pour eux, pour toi, pour ce que tu leur laisses. Tu leur enseignes le respect, la précision, mais aussi, secrètement, tu leur dis « Si vous pouvez choisir, choisissez autre chose. » Mais tu sais que ce n'est pas si simple. Dans ce monde, tu es l'homme de l'entre-deux. Tu n'appartiens à personne, ni à la couronne, ni au peuple. Tu es utile, mais jamais invité. Tu fais partie du décor, mais toujours dans l'ombre. Et un jour, tu sens que ton corps ne suit plus. Tes mains tremblent, ton souffle est court, tu n'arrives plus à monter les marches de l'échafaud. Et tu le sais, c'est bientôt la fin. Pas celle que tu infliges, celle que tu vas vivre. Mais même à ce moment-là, il reste encore des têtes à tomber. Et tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Le bruit de la lame est devenu presque banal. Tu ne le notes plus, tu ne réagis plus. Tu entres dans une phase étrange, une sorte d'automatisme émotionnel. Comme si ton esprit avait construit un cocon autour de ton cœur pour qu'il ne se brise pas en 1000 morceaux. Et pourtant, chaque jour, on t'envoie de nouvelles listes. Des pages noircies de noms, de dates, de charges. Tu n'as pas le droit de juger, tu dois seulement exécuter. C'est la terreur, Charles-Henri. Le peuple que tu servais autrefois comme instrument de la justice royale est devenu une bête incontrôlable. La guillotine ne dort jamais. Elle est installée en permanence sur la place de la Révolution. Le sang coule dans les rigoles. Et toi, tu es devenu son prêtre silencieux. Tu as perdu le compte. Tu penses que tu as exécuté plus de 3-0 personnes pendant cette période. Historiens et chercheurs en débattent encore. Certains avancent de 918, d'autres estiment plus. Toi, tu ne sais plus, tu reconnais seulement les visages. Parmi eux, Charlotte Corday, Marie-Antoinette, Robespierre lui-même, ironiquement. Tous sont passés sous ta lame. Tu ne choisis pas les victimes, tu ne poses pas de questions. Tu resserres les sangles, tu ajustes la nuque, tu donnes le signal. Et chaque fois, tu espères un miracle, une interruption, un décret de grâce tombé du ciel, tu ne sais même plus. Mais le miracle ne vient jamais. Un jour, tu arrives plus tôt sur la place. La guillotine est là, déjà montée. Les gens s'amassent, ils rient, ils mangent. Oui, tu as bien entendu. Ils vendent du pain, du vin, des pâtisseries. Comme si tout cela était une fête. Tu t'arrêtes, tu les regardes, tu te demandes, est-ce moi le monstre ou eux? Tu penses à Rome, aux gladiateurs, tu penses à la décadence, à cette étrange joie qu'a l'humanité à contempler sa propre chute, tant qu'elle se passe chez le voisin. Et tu respires, profondément, juste un instant. Mais on t'appelle, il faut commencer. Ton fils commence à t'aider. Henri, il est jeune, mais appliqué, silencieux, trop silencieux, peut être. Tu le vois reproduire tes gestes avec exactitude. Tu le vois apprendre le métier sans poser de questions. Et cela t'effraie plus que tout. Tu veux lui crier de fuir, de partir, de changer de nom, d'ouvrir une librairie à Marseille ou un atelier de peinture à Bordeaux. Mais tu ne dis rien, parce que toi non plus, tu n'as pas fui. Et puis, il y a ce moment, celui que tu redoutes, celui que tu savais inévitable. Le 21 janvier 1793, tu exécutes le roi Louis XVI. Tu t'en souviens en détail. L'heure, le froid, le regard du roi, la prière murmurée, et cette foule, cette immense foule, silencieuse. Pas un cri, pas un rire, juste l'attente. Et toi, au centre, comme un automate. Il tente de parler, le roi, mais les tambours couvrent sa voix. Il dit « Je meurs innocent ». Puis, il se tourne vers toi, et toi, tu hoches la tête, lentement, comme pour lui dire « Je sais ». Tu abaisses la lame. Et cette nuit-là, tu ne dors pas. Tu ne dormiras plus vraiment d'ailleurs. Après le roi, viendra la reine, Marie-Antoinette. Elle est amaigrie, fatiguée, mais elle garde une dignité qui te touche. Elle trébuche en montant l'échelle. Tu tends la main pour l'aider. Elle murmure « Merci », comme si vous étiez au théâtre. Tu sens les larmes monter.
Mais tu les ravales, tu fais ton travail et tu ajoutes une ligne dans ton journal. Rien d'inhabituel, mais tu écris plus lentement. Et puis, quelque chose change. La terreur se retourne sur elle-même. Les révolutionnaires tombent les uns après les autres. Robespierre, ton ancien employeur indirect, est arrêté, blessé à la mâchoire. Tu dois l'exécuter aussi. Il monte avec difficulté. Tu vois sa plaie ouverte, sa bouche cousue. Il ne peut plus parler. Ironie cruelle, n'est-ce pas? Lui, le grand orateur, muet devant sa propre fin. Tu abaisses la lame. Encore. Mais tu sens quelque chose se briser, comme une digue intérieure. Un barrage que tu avais construit depuis des années. Après la chute des Jacobins, les choses ralentissent. Les listes sont moins longues. La guillotine n'est plus en service quotidien. Tu respires. Tu marches plus souvent dans Paris. Tu redécouvres la ville. Mais les regards ne changent pas. On te connaît. Tu es le bourreau de la Révolution. Un titre noble? Non. Un fardeau. Tu essaies de vivre normalement, d'avoir des conversations légères. Mais même à la boulangerie, on baisse la voix en te servant. Un jour, une femme te glisse discrètement un mot dans la main. Tu penses que c'est une insulte. Tu l'ouvres. C'est écrit. Je sais que vous ne vouliez pas tout cela. Je vous pardonne. Tu la cherches du regard. Elle est déjà partie. Et alors que l'Empire se profile, que Napoléon monte, que les têtes cessent de tomber à ce rythme infernal, tu commences à vieillir. Tes genoux te font souffrir. Tu boites, tu t'assieds plus souvent. Et tu regardes Henri faire ton travail. Il est précis, rapide, silencieux, comme toi. Mais tu vois dans ses yeux quelque chose de cassé. Tu veux lui parler. Lui dire que ce n'est pas une obligation, qu'il peut sortir de cette lignée. Mais quand il te regarde, c'est avec une fierté triste, comme s'il avait déjà accepté. Alors, tu te tais, encore. Et un soir, tu es seul, assis, dans ton salon. Les bougies vacillent. Tu lis un vieux traité de médecine. Tu souris en pensant à ce que tu aurais pu être et ce que tu es devenu. Tu te dis que tu as servi, que tu as fait ce qu'on attendait de toi, que tu as été précis, digne, respectueux. Mais parfois, ce n'est pas suffisant pour dormir la nuit. Tu fermes ton journal et tu écoutes le silence. Le silence est épais, Charles-Henri, presque étouffant. Il ne vient plus du dehors, non. La ville a repris ses bruits familiers, les chevaux dans les rues, les enfants qui rient, les vendeurs de rue qui hurlent leur prix. Ce silence vient de toi. Tu as quitté l'échafaud depuis peu, officiellement à la retraite, bien que le mot semble déplacé pour un bourreau. Tu n'as pas rangé ton métier dans une boîte qu'on ferme à clé. Il vit encore en toi. Il te suit comme une ombre, comme un manteau que tu ne peux jamais tout à fait enlever. Tu vis désormais dans un quartier plus calme, moins central. Tu essaies de faire pousser des herbes aromatiques sur ton balcon. Tu lis, tu écris. Tu réponds à quelques lettres certains étudiants curieux, des médecins fascinés par l'histoire, parfois même des étrangers qui ont entendu parler de toi. Le bourreau éclairé, comme certains t'appellent avec un mélange d'effroi et de respect. Mais toi, tu sais ce qu'il en est. Tu n'as jamais été un héros. Tu n'as jamais été un monstre. Tu étais simplement un homme, coincé entre deux mondes, deux époques, deux devoirs. Et plus les années passent, plus tu repenses au visage. Ceux qui t'ont regardé avec haine, ceux qui t'ont supplié, ceux qui t'ont remercié. Oui, il y en a eu. C'est étrange, hein? Certains t'ont pardonné avant même que tu n'aies le temps de demander. Tu passes du temps avec Henri, ton fils. Il est officiellement bourreau maintenant. Il a repris le flambeau sans bruit, sans cérémonie. Il est plus jeune, plus moderne, plus résigné. Il parle peu de son travail. Un jour, il te dit simplement « Je fais de mon mieux pour qu'il ne souffre pas ». Tu hoches la tête, parce que c'est exactement ce que toi aussi, tu t'es dit pendant 40 ans. Il y a des jours où tu reçois des visiteurs inattendus. Un prêtre, une femme voilée, un ancien révolutionnaire qui t'offre du pain. Tous viennent pour te parler, ou se confesser, ou te demander pardon, comme si tu étais une relique vivante de ce qu'on veut oublier. Tu les écoutes, tu ne juges pas. Tu dis souvent « Je n'ai pas le pouvoir d'absoudre, je n'ai jamais eu que celui d'exécuter ». Et pourtant, ils repartent souvent apaisés. Un jour, une jeune femme, le regard dur, vient frapper à ta porte. Elle dit « Vous avez tué mon père ». Tu la regardes, tu ne dis rien, tu l'invites à entrer, tu lui offres du thé, elle s'assied. Et au bout d'un moment,
Elle murmure. Je voulais vous haïr, mais je ne peux pas, parce que je vous ai observé. Vous ne le faisiez pas avec cruauté, vous le faisiez parce qu'on vous y forçait. Elle se lève, te serre la main et part. Tu restes longtemps à regarder cette main, et pourtant, malgré ces instants étranges et humains, quelque chose te ronge. Tu as transmis ton savoir, tu as accompli ta mission, mais à quel prix? Tu te demandes si ton âme a changé de couleur, si l'homme que tu étais à 20 ans aurait pu te reconnaître aujourd'hui. Tu relis ton journal, il est épais, usé. Les premières pages sont tremblantes, presque naïves, puis viennent les années de la terreur. Les noms s'enchaînent, et au fil des pages, ton écriture devient plus droite, plus froide, et à la fin, elle redevient tremblante, comme un retour à l'origine. Tu songes parfois à brûler ce journal, ou à le cacher, mais au fond, tu sais qu'il doit rester. Pas pour glorifier, pas pour justifier, mais pour témoigner, pour que quelqu'un, un jour, comprenne ce que c'était de vivre entre l'épée et la loi. Le temps passe. Lentement, tu t'alentis. Tu ne peux plus monter les escaliers sans t'arrêter. Tes yeux fatiguent, mais ton esprit, lui, reste vif. Tu suis les changements politiques, l'Empire, le retour des Bourbons, les intrigues. Et tu te demandes, un soir, a-t-on vraiment changé? Ou avons-nous simplement changé les visages au bout de la corde? C'est la dernière note que tu écris dans ton carnet. Puis tu le refermes. Le jour de ta mort approche comme un vieil ami. Il ne frappe pas fort. Il entre doucement. Tu es allongé. La lumière est douce. Henri est là. Il te tient la main. Tu souris. Parce que tu n'as plus peur. Parce que tu sais qu'un jour, quelqu'un racontera ton histoire. Et qu'il ne parlera pas seulement du bourreau, mais aussi de l'homme, de ses doutes, de son combat intérieur. Et que peut être, dans cette histoire, quelqu'un y trouvera un peu de lumière. Et maintenant, tu respires plus doucement. Les rues de Paris s'effacent dans une brume dorée. Le bois de l'échafaud s'estompe. Le bruit sourd de la guillotine est loin, comme un orage oublié. Tu n'es plus Charles-Henri. Tu n'es plus le bourreau du roi ni le serviteur de la Révolution. Tu es un homme fatigué, qui ferme les yeux après une vie entière à marcher sur un fil tendu, entre devoir et dégoût. Et dans le silence qui suit, tu entends autre chose. Pas des cris, pas des tambours, mais un murmure apaisant, le souffle du vent dans les feuillages, le craquement d'un vieux fauteuil, le froissement des pages d'un journal qu'on referme pour la dernière fois. Tu inspires, longuement, et dans cette respiration, il n'y a plus de sang, il n'y a plus de cordes, il n'y a que toi, ton histoire et la paix. Tu laisses glisser les images, tu les laisses partir, tu n'as plus besoin de t'accrocher, plus besoin d'expliquer. Tu as vécu, tu as résisté, tu as servi, et maintenant, tu dors. Alors toi aussi, là, de l'autre côté de l'écran, ferme les yeux un instant. Laisse ton esprit ralentir, laisse ton souffle s'adoucir. Et, doucement, rejoins Charles-Henri, quelque part entre les pages du temps, là où les âmes fatiguées peuvent enfin se reposer. Bonne nuit.